Cette question, j'allais dire, est une question vache. D'abord parce que je n'ai jamais été virulent, pas particulièrement virulent. Je suis un homme politique. J'ai des propos fermes, des propos critiques fermes, les propos d'un homme politique. Et il n'y a absolument aucune évolution dans la tonalité de mes propos. Ce sont exactement les mêmes propos que je tiens. Et je vous renvoie, si vous en avez le souvenir, à ce que je dis depuis plus de 30 ans. J'ai exactement la même tonalité. Maintenant, en fonction des moments, ceux qui écoutent peuvent avoir l'impression de ceci ou de cela, mais pour ce qui me concerne, je ne suis pas du genre à changer la tonalité de mon propos parce que j'ai été en prison. Ce n'est pas la première fois que je suis allé en prison, souvenez-vous, si vous en avez le souvenir. En 88 déjà, j'étais en prison sous Diouf plusieurs fois, et donc je ne vois pas qu'est-ce que la prison peut changer dans ce que je pense et dans ce que je dis. C'est pourquoi je dis que votre question est une question vache. Oui, je maintiens mes propos. Monsieur Lamine Diack, qui est un Sénégalais avec une énorme carrière et qui mérite notre respect, il a parlé. Il a parlé 2 fois. Il a parlé devant le juge. Et ce qu'il a dit devant le juge a été consigné dans un procès-verbal dont nous avons pu avoir une vue à travers les commentaires et la publication que le journal Le Monde en a fait. Et il a parlé également, je ne sais pas sous la pression de qui, devant une radio locale. Et ce qu'il a dit devant le juge n'est pas tout à fait conforme à ce qu'il a dit à la radio sénégalaise. Donc ce que je retiens moi, c'est ce qu'il a dit devant le juge et qui a été consigné. Et ce qu'il a dit devant le juge n'a pas été démenti. Et ce qu'il a dit devant le juge est d'une particulière gravité, puisqu'il a dit que d'abord il a touché, j'allais dire, il a pris de l'argent d'origine illicite. Parce que c'est de l'argent qui provient du dopage. Le dopage, c'est la drogue du sport. C'est de la corruption. Cet argent de la corruption a été injecté dans nos campagnes électorales. Dans la campagne électorale de 2009 pour les élections locales et dans la campagne électorale de 2012 pour les élections présidentielles. C'est particulièrement grave. D'abord pour lui-même, mais également pour ceux qui, membres de l'opposition de 2012, ont participé à la campagne électorale. Et il y avait tous les candidats de l'opposition. Et jusqu'à présent, en dehors de 2 candidats, Idrissa Seck, je crois, et Cheikh Bamba Dièye, aucun parmi les candidats de 2012 n'a démenti les propos de Lamine Diack. L'entourage du président Macky Sall est monté au créneau pour apporter un démenti. Mais nous, l'entourage du président Macky Sall ne nous intéresse pas, c'est le candidat Macky Sall qui nous intéresse. Parce que c'est le candidat Macky Sall qui a été élu à la tête de ce pays et qui incarne la volonté de notre nation. Le président de la République, c'est la rencontre entre une ambition et une espérance. Il est l'incarnation de la volonté de notre peuple. Il est le gardien à la fois de notre constitution et du socle de valeurs qui constitue le socle de valeurs de notre pays. Il doit avoir les mains toutes blanches, il doit pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux et nous dire qu'il a les mains propres et blanches. Jusqu'à présent, il ne parle pas, il se tait et il s'énerve. Et nous sommes en droit de lui poser la question. Donc, ce que Lamine Diack a dit n'a pas été démenti. Et puisque ce que Lamine Diack n'a pas dit n'a pas été démenti, ce que moi j'ai dit, je ne reviens pas là-dessus. Je confirme les propos que j'ai dit et je confirme les propos qui sont les propos du comité directeur de notre parti.
Oui, je maintiens ces propos parce que je dis que le président de la République, c'est la plus grosse autorité de notre pays. Son nom, directement ou indirectement, a été cité parce qu'il fait partie de l'opposition de l'époque. Et Lamine Diack dit qu'il a financé l'opposition. Ce n'est pas contesté. Lamine Diack ajoute que la liste des personnes qui ont été financées est entre les mains de son fils, qui ne répond pas à la justice française et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Je dis dans ces conditions-là, ne connaissant pas personne aujourd'hui parmi nous ne sait ce qu'il y a dans le dossier du juge Renaud Van Ruymbeck, qui est un juge teigneux. Nous l'avons vu dans les différentes procédures qui en France sont menées contre d'anciens chefs d'État, d'anciens hommes d'État et d'anciens premiers ministres. Je dis, je serai particulièrement circonspect si au cours de son enquête, il est amené à convoquer ou à entendre, à émettre le souhait d'entendre les candidats de l'époque, les candidats de l'opposition de l'époque, parmi lesquels figure Macky Sall. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors c'est la raison pour laquelle nous estimons que beaucoup de questions sont posées, beaucoup de problèmes sont posés avec l'affaire Lamine Diack. Et puisque beaucoup de problèmes sont posés, il nous appartient à tous d'avoir de la retenue. De la retenue, de la retenue. Nous qui sommes là, qui observons, qui critiquons, parce que nous sommes dans notre rôle, et ceux qui dirigent. Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui, l'éventail de ceux qui les ont soutenus et qui étaient dans l'opposition est impliqué dans cette affaire-là. Et ils peuvent être convoqués et que personne, je dis bien personne, parmi les membres de l'opposition de l'époque ne viennent nous dire « je bénéficie de tels privilèges, de telle immunité ». Non, ils ont été cités pour la gloire et l'honneur de notre nation et de notre peuple. Si on les convoque, qu'ils répondent et qu'ils s'expliquent pour se justifier. Il y va aussi de l'honneur de notre pays. Non, vous savez, le maire de Dakar, moi je ne l'ai pas cité, je n'en ai jamais parlé. Et au fond, le maire de Dakar, comme tous les autres candidats qui n'ont pas été élus, c'est vrai, ils nous intéressent, mais ils ne constituent pas la priorité. La priorité, il s'appelle le président de la République du Sénégal parce que c'est lui qui est élu. Les autres ne sont pas élus. C'est à lui que les Sénégalais ont fait confiance. Mais il faut qu'il nous explique et qu'il explique aux Sénégalais que les Sénégalais ne se sont pas trompés en lui portant leur confiance, en lui confiant leur confiance. Alors, je dis que dans ces conditions-là, il ne faut pas qu'on se trompe sur le sens des priorités. La première priorité, c'est le président qui est élu, qui doit s'expliquer et qui doit nous rassurer. Les Sénégalais ont besoin d'être rassurés par celui qui incarne leur volonté et être rassurés sur ses vertus. Sur ses vertus. Il a dit qu'il va gérer le pays dans la vertu et dans la transparence. Mais il est obligé de nous dire qu'il est un homme vertueux et que dans l'affaire Lamine Diack, qu'il a une attitude vertueuse et transparente, claire et rassurante. C'est tout ce qu'on lui demande. Et pour ça, de grâce, surtout qu'il ne s'énerve pas, qu'il réponde calmement, tranquillement et qu'il nous rassure. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on lui demande. Non, je ne m'y retrouve pas. Nous l'avons déjà dit et ce faisant, je ne fais que reprendre d'ailleurs ce que le PDS a toujours dit. Les marchés de gré à gré n'ont jamais été aussi nombreux. Est-ce que vous imaginez? L'autoroute Ila Touba, marché de gré à gré, 500 milliards. Le train express régional pour desservir le nouvel aéroport, plus de 500 milliards de gré à gré. Le chemin de fer Dakar-Kidira, disons Dakar-Kidira, oui, de gré à gré, presque 1000 milliards. Ça commence à faire trop. Et nous savons tout ce qui se passe derrière les marchés de gré à gré.
Pourquoi on veut que les choses passent par l'ARMP, que les choses soient contrôlées? On s'endette, on s'endette, on s'endette, on s'endette lourdement et tout est fait dans du gré à gré. Ça ne rassure pas. Mais ça, je parle des gros marchés. Je ne parle pas de la kyrielle d'autres marchés de gré à gré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la perception des Sénégalais. Les Sénégalais ne se sont jamais sentis aussi pauvres depuis qu'ils sont indépendants. Et les Sénégalais n'ont jamais senti la presque quasi-généralisation de la corruption. C'est leur perception. Alors, dans ces conditions-là, je serais malvenu de dire oui, les choses se passent de façon transparente. Non, les choses ne se passent pas de façon transparente. Il y a l'apparence et la réalité. L'apparence, c'est ce qu'on dit, mais moi, je suis comme saint Thomas. Il n'y a pas de raison particulière que je crois à ce qu'on me dit. C'est mon droit, je ne crois pas à ce qu'on me dit, je crois à ce que je vois. Et ce que je vois ne me rassure pas. Je suis désolé, le Parti démocratique sénégalais n'a jamais accusé le président Macky Sall d'avoir une fortune. C'est le président Macky Sall lui-même, personnellement, qui a fait une déclaration de patrimoine. Dans sa déclaration de patrimoine, il déclare un certain nombre de villas, toutes acquises à partir de 2000. C'est lui qui déclare être propriétaire d'un parc automobile composé de plus de 30 véhicules immatriculés. Plus de 30 véhicules. Tous acquis à partir de 2000. C'est lui-même qui déclare des comptes bancaires sans, au demeurant, indiquer le solde de ses comptes. Nous fondons exactement et exclusivement sur sa déclaration, des Sénégalais, dont le Parti démocratique sénégalais, se sont posé une question légitime: d'où provient cette fortune? Surtout si l'on sait que tout a été acquis à partir de 2000, c'est-à-dire à partir du moment où il exerce des fonctions officielles, des fonctions ministérielles, des fonctions primatoriales et des fonctions de président de l'Assemblée nationale. Nous sommes en droit de nous interroger, de l'interroger et de nous poser des questions. Donc nous n'avons rien inventé, nous n'avons pas accusé, c'est lui qui a déclaré et nous lui posons des questions. Encore une fois, nous ne voudrions pas que sur ces questions qu'il réponde dans la nervosité. Il a commencé à répondre en disant qu'une partie de ce qu'il a obtenu, lui a été octroyée par Abdoulaye Wade dans le cadre de dons. Non, nous ne nous contentons pas de ça. Ce n'est pas parce que, comme le disent les Français, une affirmation répétée, 1000 fois répétée, aura le caractère de la vérité. Il n'y a pas de vérité parce qu'on affirme et on persiste dans l'affirmation. Il y a une vérité parce que la vérité résulte de faits prouvés. Nous lui demandons simplement de nous expliquer l'origine de cette richesse. Point. Oui, cela aussi c'est connu. Cela c'est connu, ce n'est pas une critique. Le désargentement n'est pas une critique. Quelqu'un qui est désargenté, il est désargenté. Donc on ne critique pas quelqu'un parce qu'il était locataire. Mais on s'interroge, comment a-t-il pu passer de locataire à propriétaire foncier? C'est tout. Il faut que le président de la République du Sénégal, encore une fois, incarnation de la volonté populaire, nous explique et nous rassure sur sa vertu. Jusqu'à présent, ceux qui ont été arrêtés et jugés ont été relaxés. Abdoul Aziz Diop a été arrêté, incarcéré pendant plus d'1 an, jugé, relaxé. Aïda Ndiong également arrêté, incarcéré 1 an, jugé, relaxé. Les autres, quelques-uns, il y en a un qui a été condamné, c'est Baragay. Le dossier suit son cours. Les autres sont en attente de jugement. On a l'impression à ce niveau-là d'ailleurs que c'est une prise d'otage. On prend quelqu'un, on le met en prison,
et puis on le sort, et puis il y a une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. Et on ne le juge pas pour pouvoir exercer une pression. Je vous donne le cas très simple de Omar Sarr, Madi Kenya, Samuel Sarr, Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé. Voilà plus de 2 ans que Omar Sarr a vu son immunité parlementaire levée. Aucune poursuite. Je dis bien aucune poursuite. Il a été entendu et il est là. Il y a sur sa tête une interdiction de sortie du territoire qui pèse. Et jusqu'à présent, contrairement à ce qui a été dit, la levée de l'interdiction de l'immunité, disons, de sortie du territoire pour Omar Sarr n'est pas levée. Qu'est-ce que c'est que ça? Sinon un kidnapping et une prise d'otage. Et aujourd'hui, les Sénégalais s'interrogent, nos partenaires s'interrogent, et toutes les associations de la société civile, sans exception, disent que les arrestations, tous azimuts contre les responsables du PDS, sont excessives. Je vous rappelle que le département d'État américain a fait officiellement un communiqué dénonçant l'utilisation abusive des dispositions de l'article 80 au Sénégal pour arrêter et incarcérer des opposants. Par conséquent, aujourd'hui, avec tout le calme et le recul qu'il faut, nous sommes tous d'accord que les arrestations contre des responsables du Parti démocratique sénégalais sont des arrestations à caractère politique et exclusivement à caractère politique. Mais quand ça se passe ainsi, une question se pose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Sénégalais qui le disent. Tekbi Dafa Maki. Khalis ne circule pas, il n'y a rien. C'est vous qui m'avez posé la question. L'impression des Sénégalais, le ressenti des Sénégalais, c'est une plus grande pauvreté. Et jamais dans l'histoire du pays, un pouvoir ne s'est effondré aussi rapidement dans le cœur des Sénégalais, quelque temps, moins d'1 an après l'élection d'un nouveau président de la République, à qui on a donné un temps de grâce suffisant, mais rapidement, il s'est effondré dans le cœur des Sénégalais, qui ont la sensation d'être pilotés à vue, qu'il n'y a pas de projet de société, qu'il n'y a pas de programme. D'ailleurs, souvenez-vous, au départ, c'était quoi? Yonou Yokouté. Et le Yonou Yokouté est devenu quoi? Le plan Sénégal émergent. Écoutez, ou bien on a un plan, il s'appelle Yonou Yokouté, sur la base duquel on a été élu et qui consiste en quelque chose d'articulé, de réfléchi, et qui constitue une véritable perspective où en fait c'était rien, ce n'était que du papier. Alors qui change au gré des événements. Le plan Takal est devenu une partie intégrante du plan émergent. Le document stratégique qui avait été élaboré par le président Abdoulaye Wade est devenu une partie intégrante du plan Sénégal émergent. La Goana est devenue une partie intégrante du plan Sénégal émergent. Mais enfin, le plan Sénégal émergent, c'est quoi? Ce n'est que du pilotage à vue, c'est du bidon, c'est du pipeau. Et d'ailleurs, au demeurant, tous les chiffres qui ont été annoncés se sont révélés être faux. D'accord? Alors, dans ces conditions, le pouvoir a peur, le pouvoir panique, et dans sa panique, n'hésite pas à casser de l'opposant. Parce que le PDS, quoi qu'on dise, constitue le principal parti de l'opposition et le parti qui fait peur. C'est la raison pour laquelle, et c'est ce qui explique les multiples arrestations. Sa libération ne me surprend. C'est pas que ça surprenne ou que ça ne surprenne pas. Ce qui surprend fondamentalement, c'est son arrestation. Son arrestation en violation d'abord de son immunité parlementaire, son arrestation en violation des dispositions de la Constitution. Je n'entre pas dans les détails, on a parlé de flagrant délit. Tout le monde sait qu'en matière politique et en matière de délit de presse, il n'y a pas de flagrant délit. Donc le flagrant délit n'existe pas. Alors pourquoi il est arrêté? Surprise, étonnement, ce n'est pas normal. Dans ces conditions, ce qui est normal, la norme, c'est que Omar Sarr soit libéré le plus rapidement possible. Donc
Sa mise en liberté ne serait pas surprenante, c'est son arrestation qui l'est. Un questionnement, une interrogation. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, force est de constater qu'il y a une énorme instrumentalisation de la justice. Et cela ne rassure ni les Sénégalais ni les investisseurs. C'est parce que précisément les investisseurs ne sont pas rassurés qu'il n'y a presque plus un seul sou d'investissement. Les investisseurs viennent dans un pays parce que le pays politiquement il est stable, parce que du point de vue également de l'éventualité de conflits, il y a des règles qui permettent de la résolution pacifique et judiciaire des conflits. Mais quand le pays n'est pas stable politiquement, avec l'arrestation des opposants, c'est vous les journalistes qui disaient que le PDS peut tenir la réunion de son comité directeur en prison. Cela induit une certaine instabilité politique. Si également la justice est là pour être instrumentalisée par le pouvoir politique, ça ne rassure pas. Alors si ces deux facteurs combinés font que les investisseurs ne viennent pas. Alors donc quand on arrête les gens de cette façon-là, quand la justice est instrumentalisée à ce niveau-là, ce sont les interrogations que nous nous posons. Et nous nous les posons parce que, mais enfin, notre volonté à nous tous, c'est de permettre à Macky Sall de faire sa gouvernance et de terminer son mandat dans des termes convenables. Pour que les bijoux de famille, les bijoux de la famille, le pays, ne soient pas détériorés. Et que ses éventuels successeurs trouvent le pays en état satisfaisant, comme Abdoulaye Wade l'a fait. Abdoulaye Wade a laissé un pays avec une économie saine, des infrastructures de très haut niveau, répondant aux standards internationaux. Bref, il était facile, comme l'a dit Idrissa Seck, simplement de peindre ce qui a été fait, de l'entretenir. C'était déjà un énorme projet pour Macky, entretenir ce qui a été fait. Mais il détériore ce qui a été fait, il n'entretient pas ce qui a été fait, et la situation, ça fait pchit. Alors nous, ça ne nous arrange pas que l'incompétence soit généralisée à ce niveau. Mais que voulez-vous, on est obligé de s'en accommoder et d'espérer demain avoir les moyens de redresser tout, parce que tout est à refaire. Moi, je ne sais pas. Oui, moi, ce que je décris, ce n'est pas ce que... Je ne commente pas ce que ni le gouvernement, ni les contempteurs du régime disent. Je ne commente pas leurs propos. Je vous invite, vous, vos lecteurs et vos auditeurs, à s'interroger eux-mêmes et à s'arrêter et s'interroger sur leur propre vie. Pour voir si ce qu'Abdoulaye Wade a laissé, c'était un pays en ruine. Ce n'est pas vrai. Abdoulaye Wade n'a pas laissé un pays en ruine. Au contraire, il a mis des infrastructures répondant à tous les standards internationaux. Ce sont les Sénégalais qui disent que l'argent ne circule plus. La seule réponse que le président de la République leur a rapportée, c'est que c'est l'argent qui circulait, c'est l'argent sale. Et il s'est trouvé que l'argent sale, aujourd'hui prouvé, c'est l'argent des campagnes électorales. Ça ne fait pas de doute, ce n'est pas contesté, Lamine Diack l'affirme. Donc l'argent sale, ce n'est pas Abdoulaye Wade qui le faisait circuler. Bref, l'argent circulait du temps d'Abdoulaye Wade. Les infrastructures étaient là, et puis ça marchait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un pays en ruine. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous ai donné 3 projets. Il a Touba, le train, le chemin de fer Dakar-Kidira et le train express régional. Ces 3 projets font presque 1500 milliards. C'est un endettement supplémentaire de 1500 milliards. Et nous nous trouvons dans une situation où les finances publiques, malgré les apparences et les déclarations, les finances publiques souffrent. Et le budget, aujourd'hui, on s'en glorifie, est arrivé à 3000 milliards, mais pour une seule raison.
c'est la surpression fiscale et surtout la surpression fiscale sur les hydrocarbures. Nous savons tous que le prix du baril a baissé de plus de 100 $. C'est allé de 130 $ à 30 $, à moins de 30 $. Ça fait une baisse substantielle. Et la baisse du prix à la pompe ne fait que 6 à 7%. Donc aujourd'hui, il faut qu'on explique aux Sénégalais que chacun parmi nous s'est surendetté et chacun parmi nous paye, est pressé fiscalement, surpressé avec les hydrocarbures entre autres. Donc au total, l'essentiel, une bonne partie de nos ressources servira à payer la dette. Notre situation s'est complètement détériorée. Et ce qui masque le tout, c'est vrai que la production agricole, particulièrement la production arachidière, a été très bonne cette année, mais ceci ne dépend pas d'une performance des projets politiques, disons d'une politique mise en place. C'est simplement le bon Dieu qui a amené la pluie et voilà, les graines, les semences n'étaient pas très bonnes, les intrants n'étaient pas suffisants, mais bref, il y a eu une bonne pluie. Et donc, tout ce qu'on a eu comme chiffre et qui atténue la pauvreté, c'est qu'il y a une bonne pluviométrie. Mais ma foi, on ne peut pas juger le projet économique, le projet politique et les performances de notre économie par la pluie. D'accord? Donc, je disais que la situation s'est véritablement détériorée. Aujourd'hui, le problème, au-delà de ce que vous soulignez, c'est-à-dire le bradage des récoltes aux Chinois qui ont tout pris, il y a un problème qui est important, c'est que la Suneor n'a pas été financée. Ou si elle a été financée, elle a été insuffisamment financée et les financements sont venus tardivement. Résultat, aujourd'hui, la Suneor n'est pas en mesure d'avoir une quantité qui permet de faire tourner ses usines. Et la Suneor paye des impôts, la Suneor emploie du personnel et participe un peu aux équilibres budgétaires. C'est une situation qui est catastrophique et qui est due au fond, ce que je dis toujours, à la désarticulation de nos politiques. C'est encore une fois le pilotage à vue qui aboutit à ces conclusions. J'aurais tendance à vous dire deux choses. La première, c'est vous interpeller, vous dire chut, parlez doucement. Il va s'énerver. Et s'il s'énerve, ce sont les tricks contre vous. Donc, ne parlez pas trop fort. Il s'énerve, il va s'énerver parce qu'on va lui poser une question. À quand se tiendra la prochaine consultation électorale? C'est une question que chaque citoyen est en droit de poser, de se poser et de poser à celui qui est chargé d'organiser les élections. Mais c'est une réponse, c'est une question qui énerve. Mais moi, je la pose. Je suis citoyen, je suis électeur, je suis sénégalais, je suis homme politique. Et je suis membre de la direction d'un parti politique. À 12 mois de la tenue de la prochaine élection présidentielle, si l'on s'en tient aux promesses du candidat Macky Sall, on ne sait pas encore de quoi demain sera fait. Et cette question est importante à plus d'un titre. Je donne un exemple, un seul exemple. C'est en novembre 2010 que le président Abdoulaye Wade a pris le décret convoquant les électeurs pour l'élection du 12 février 2012, 2 ans auparavant. 2 ans auparavant, les Sénégalais connaissaient la date exacte de l'élection. En 2001, quand il y a eu référendum sur le projet de constitution a été distribué aux Sénégalais, aux partis politiques, aux associations de la société civile pour qu'ils en débattent pendant presque 1 an. Aujourd'hui, à 1 an de l'élection, au moins c'est sûr de l'élection, des élections législatives, on ne sait pas
quelle date se tiendra le référendum. On ne sait même pas s'il y aura un référendum. On ne sait pas si c'est l'Assemblée nationale qui va se prononcer. On ne connaît pas le contenu du projet de réforme de la Constitution. Et le président, il s'énerve en disant « ne lui posons pas de questions, c'est lui le patron ». C'est lui le patron, peut-être nous l'avons voulu, mais c'est nous les patrons. Parce que c'est nous qui avons décidé de faire de lui le patron. C'est nous qui avons le suffrage et c'est nous qui exprimons notre suffrage. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui l'avons choisi. Et nous qui l'avons choisi, nous avons la possibilité à tout moment de mettre un terme à notre choix. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'il est choisi qu'il nous réduit au silence. Non, il ne peut pas nous réduire au silence. Et personne ne peut réduire les Sénégalais au silence. Les Sénégalais ont acquis de haute lutte le droit de parler et le droit de choisir. Et ils choisiront, ils parleront. Je vais vous dire, Abdoulaye Wade a toujours dit que c'est un homme nuancé. Je suis désolé, vous n'êtes pas nuancé. Parce que vous n'avez pas saisi ce qu'il a dit. Abdoulaye Wade a dit, je le répète, l'injection de l'argent d'origine douteuse dans la campagne électorale de 2012 pose le problème de la légitimité de l'élection présidentielle. Poser le problème de la légitimité de l'élection présidentielle ne veut pas dire invalider l'élection. Ça ne veut pas dire mettre un terme à l'élection. C'est un problème de légitimité, de discrédit de la personne qui a été élue. C'est ça que ça pose. C'est un problème politique qui nécessite une réponse politique. Et la réponse politique est en train d'être construite. Et dans la construction de la réponse politique figurent les réponses que l'actuel président de la République apportera quant à son implication dans un financement occulte, un financement douteux. Donc, Abdoulaye Wade a été plus nuancé. Mais nous posons la même question que lui. Il y a le problème de la légitimité de l'élection présidentielle. Mais nous avons déjà répondu. Parce que nous avons un candidat. Il faut qu'on nous montre et qu'on nous démontre en quoi le candidat de l'APR, en tout cas du pouvoir, a plus de chances et est plus pertinent que notre candidat. Encore que, comme l'a dit mon ami Mayoro Faye, Serigne Mbacké Ndiaye, mon ami et frère Serigne Mbacké Ndiaye, a déjà escaladé le mur. Il est de l'autre côté, nous on ne le voit plus. Puisque nous sommes dans la maison, il est sorti. On aurait souhaité qu'il ait pu sortir par la porte. Il a préféré escalader le mur. Il se retrouve chez le voisin, qu'il y reste. Merci.